Il arrive parfois que certaines œuvres opèrent sur vous un peu plus qu'une simple émotion. Il arrive parfois que certaines œuvres vous laissent une trace, une marque profonde et durable. Et c'est le cas de celle dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de balance entre vengeance et justice, de déguisement d'Halloween, de combats perdus d'avance et surtout de pluies diluviennes. Bref, vous l'aurez compris, du moins j'espère, aujourd'hui on va parler de The Batman. Salut à tous et bienvenue dans Les gens qui parlent. Dire que j'attendais The Batman reviendrait à rappeler que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Pour moi et ceux qui me connaissent, c'était tout simplement une évidence. Moi, le petit garçon qui a grandi comme des millions d'autres devant un héros aux oreilles pointues sur son écran de télévision apparaissant dans un générique depuis devenu culte. Un personnage sombre, au costume gris, à la cape noire reflétée de bleu, à la voix aussi impressionnante que rassurante, et dont le combat déjà à l'époque m'apparaissait pour le moins énigmatique. 30 ans après, mon regard fasciné n'a pas changé, et ce malgré les multiples tentatives d'adaptation, plus ou moins réussies, au cinéma à travers les années. Alors, lorsque Matt Reeves a annoncé reprendre la tête d'un tout nouveau projet, après les atermoiements de Warner Bros avec un certain Zack Snyder, dont on parlera peut-être un jour ici, ma curiosité a forcément été piquée. Car au cours des 4 dernières décennies, le plus célèbre des chevaliers des temps modernes a connu moult versions, touchant parfois à l'excellence et frôlant à d'autres moments l'indigence. Restait donc à savoir où Matt Reeves allait placer le curseur. Et rapidement autour du film, de nombreuses craintes se sont amassées à mesure des revirements de situation autour de la production et du casting du film. Et même passé la déferlante de critiques, souvent sans fondement autour du projet, il restait malgré tout beaucoup de questions. Et au sommet de la pile trônait selon moi la plus importante, qu'est-ce que Matt Reeves voulait nous raconter ? Pour pouvoir répondre à cette question, il m'a semblé pertinent de m'intéresser à la filmographie du réalisateur américain. Car au moment où il récupère le projet de Batman, il n'est pas totalement inconnu du grand public ni d'Hollywood. Né en 1966 à Rockville, il se fait connaître du grand public en 2008 grâce à son deuxième long métrage, Cloverfield. Le film, produit par un certain J.J. Abrams, surfant à l'époque sur le succès de Lost, est un film catastrophe tourné caméra à l'épaule. Avec cette deuxième proposition, il raconte l'arrivée en plein New York d'un monstre pendant une nuit. Avec un parti pris found footage pour renforcer l'immersion et le sentiment d'urgence et de panique, Matt Reeves nous offre une plongée dans l'angoisse de Rob et Beth, les deux personnages principaux qui tentent d'échapper au chaos et à la créature qui ravage déjà la ville. Leur course-poursuite se terminant finalement sous une arche en plein Central Park, depuis laquelle ils enregistrent des messages d'adieu. Le film se conclut avec une fin qui laisse libre au spectateur d'imaginer le sort des personnages, en ne laissant que les cris de Rob et Beth, mais en cachant les images. Si l'on n'a pas à faire un chef-d'œuvre, le film marque tout de même le public et donne à Matt Reeves ses premières heures de gloire. Mais c'est véritablement 6 ans plus tard, et après la sortie plus discrète de son troisième film, Let Me In, pour lequel il travaillera d'ailleurs pour la première fois avec Michael Giacchino, compositeur qui le suit toujours depuis, que le réalisateur va définitivement se faire une place de choix à Hollywood. Car c'est à lui, en 2014, qu'est confiée la suite de la nouvelle saga de la planète des singes, qui avait été relancée en 2011 par Rupert White avec La planète des singes, les origines. Ainsi, Matt Reeves se voit à la tête du deuxième et troisième opus de la saga, et le pari est payant car la trilogie dans son ensemble sera saluée par la critique et le public. Pour lui, c'est l'occasion de faire ses preuves sur des blockbusters à fort enjeu économique et de montrer qu'il peut tout à fait chapeauter des projets de cette dimension. Il conclut la trilogie en 2017 avec le dernier volet, La planète des singes Suprématie, qui rapportera près de 500 millions de dollars au box-office mondial, un succès incontestable donc. Et c'est donc dans la foulée de ce succès que la Warner choisit Matt Reeves pour qu'il dirige son tout nouveau projet de film Batman. D'abord confié à Ben Affleck, qui voulait réaliser une trilogie autour du personnage qu'il incarnait lui-même depuis 2 films sous la direction de Zack Snyder, le projet va connaître de nombreux errements, et notamment en raison des retombées mitigées de Batman v Superman et surtout de l'échec critique et commercial de Justice League, film pour lequel d'ailleurs la production s'avérera très chaotique. Finalement, après une période de silence, Warner finit par abandonner officiellement le projet de Ben Affleck et décide de le confier à Matt Reeves en février 2017. Lui qui avait déjà manifesté son intérêt pour le personnage se voit donc désigné pour reprendre le flambeau et repartir sur un nouveau script avec une production devant démarrer l'année suivante, en 2018.
Près de 2 ans après sa nomination, Warner annonce officiellement que Ben Affleck ne reprendra pas son rôle, et en mai 2019, c'est Robert Pattinson qui est à son tour annoncé pour endosser le costume. Cette annonce va d'ailleurs soulever une vague de réactions violentes sur les réseaux sociaux, mais Matt Reeves et Warner ne flanchent pas, ils sont sûrs de leur choix, et le travail de préparation commence à s'intensifier pour un début de tournage prévu en janvier 2020 à Londres. Et bien qu'il soit interrompu plusieurs semaines en raison du Covid, le film se poursuit et quelques mois plus tard il se conclut, en mars 2021 précisément, avec les dernières prises de vue réelles. En parallèle du tournage, la Warner confirme bien que le film ne fera pas partie de l'univers étendu DCEU, contrairement au projet initial, laissant ainsi sans doute plus de liberté au réalisateur, comme cela fut le cas pour le projet du Joker de Todd Phillips, sorti lui en 2019. C'est donc lourd de ce passif que 5 ans après avoir pris la main sur le projet de The Batman, Matt Reeves allait enfin pouvoir confronter sa vision à celle des spectateurs. Alors, le 2 mars 2022, veille de la sortie mondiale officielle, lorsque je rentre dans la salle de cinéma, c'est avec autant d'impatience que d'inquiétude. Je suis assis dans un confortable fauteuil rouge, entouré d'une salle pleine, et semble-t-il tout aussi curieuse que moi. Enfin, la lumière s'assombrit et l'apparition du logo de la Warner et les premières notes d'Ave Maria nous ouvrent les portes de The Batman. On comprend très vite où veut nous emmener Matt Reeves et par quel chemin. On nous présente, au gré d'une mise en scène déjà soignée et un travail très prononcé sur le point dans l'image, le principal antagoniste de cette nouvelle aventure. Se dresse alors devant nous, ou plutôt derrière le maire, le Riddler, personnage qui s'avérera peut-être l'un des aspects les plus réalistes de la proposition de Matt Reeves. Mais ça, on y reviendra. Aussi, après un premier meurtre, en guise de première pièce d'un immense puzzle que le film va nous amener à construire, c'est une voix off qui vient nous attraper par les tympans. Une voix froide, austère et vide. Une voix sombre aussi, autant que la scène qu'elle dépeint, celle d'une ville gangrénée, inquiète, crainte et surtout impossible à contrôler. Durant toute la préparation et la production du film, Matt Reeves n'a cessé de répéter à qui voulait l'entendre que son intention était de se rapprocher au maximum du matériel original, à savoir les comics. Et si l'intention était louable, on pouvait tout de même se demander quelle était réellement sa volonté. Batman, apparu pour la première fois dans le Detective Comics numéro 27 en mai 1939, a en effet depuis connu de multiples visages. Il était donc difficile de réellement savoir si cette envie serait, ou non, un gage de qualité. Bien entendu, Reeves a rapidement orienté nos réflexions, citant en exemple des œuvres comme celle de Frank Miller, Batman Year One paru en 1987, mais aussi le célèbre A Long Halloween de Joseph Loeb, sorti lui en 1996, ou encore le plus récent Batman Ego de David Cook. Un univers sombre donc, et qui raconte à la fois un Batman pas encore totalement en maîtrise pour le premier, ou un Batman mis en échec dans le second. Des références qui ne pouvaient donc que ravir les amoureux de l'homme chauve-souris, mais qui pouvaient aussi amener à se demander la nécessité d'un tel projet à ce moment-là. Rappelons ici que le studio qui rêvait de concurrencer Marvel se trouvait à l'époque dans une situation pour le moins confuse. En effet, les résultats critiques et financiers de la Justice League et de Batman v Superman avaient été très en deçà des espérances du studio. Aussi, se lancer dans un projet de stand-alone sans même avoir pris le temps de refermer officiellement la parenthèse Justice League semblait pour le moins confus. Mais Warner était confiant car il s'appuyait sur le succès récent du beaucoup plus intimiste Joker réalisé par Todd Phillips. D'ailleurs très vite, Matt Reeves avait coupé court aux rumeurs, non, les deux films ne seraient pas liés. Il restait cependant une question, à quoi allait réellement ressembler la nouvelle proposition de Matt Reeves et surtout, comment ne pas la comparer à une autre qui avait fait date dans la mémoire du public, la trilogie Nolan autour du Chevalier Noir. Car s'il en est un qui a marqué le personnage de son empreinte, c'est bien lui. Entre 2005 et 2012, le réalisateur britannique a offert une proposition ultra réaliste en s'appuyant lui aussi sur quelques titres dont A Long Halloween. Et si le résultat a oscillé entre des débuts très prometteurs avec Batman Begins, une quasi-perfection pour The Dark Knight et une immense déception pour conclure avec le dernier volet The Dark Knight Rises, il est certain que cette trilogie a une place toute particulière dans le cœur des amoureux du Chevalier Noir. Ainsi, il apparaissait vite légitime de se demander ce que Reeves allait bien pouvoir faire de mieux en partant d'une vision qui semblait similaire. Et c'est ici que commençaient pour moi les véritables interrogations. Car si Zack Snyder avait réussi à m'emmener avec lui dans son désormais célèbre Snyder Cut de la Justice League, avec une proposition grandiloquente, il n'avait à mes yeux jamais touché aussi juste que Christopher Nolan et son approche ultra réaliste du Batman à travers Christian Bale.
Et malgré des défauts évidents, en particulier sur le dernier volet, j'avais encore le souvenir des larmes glissant sur ma joue lorsqu'Alfred nous gratifiait d'un sourire inespéré en guise d'épilogue à sa trilogie. Oui, je suis quelqu'un de sensible. Mais plus sérieusement, cette saga a beaucoup compté pour moi et j'avais vraiment du mal à imaginer qu'un autre réalisateur puisse faire mieux. C'est la pluie qui m'a donné une première réponse. Cette pluie inarrêtable, prolifique, presque démentielle. Cette pluie qui nous dit que nous sommes à Gotham et que bien que l'on croit reconnaître des éléments de notre réalité, nous sommes bien face à une fiction qui s'assume. Et cette pluie, invariablement violente et droite, est là pour nous le rappeler. The Batman ressemble à un univers réaliste, mais en réalité il ne l'est pas vraiment, il fait ça simplement pour nous perdre. Et en cela, le film trouve rapidement sa place. Là où Christopher Nolan avait parfois été conduit dans des impasses scénaristiques, ici Matt Reeves n'hésite pas à se débarrasser de certaines de ses contraintes sur l'autel de son ambition cinématographique. On a d'abord ici affaire à une œuvre de mise en scène. Et dans son prologue, un des gros points forts du film, la voix off est là pour nous présenter ces règles, qui sont d'abord des règles de comics avant d'être des règles réaliste. On nous présente les bases d'un combat encore jeune, à peine 2 ans que le Batman rôde dans les rues et se cache dans le noir. On nous présente des ruelles sombres, des noirs bouchés, desquels on s'attend à le voir sortir, comme tous ceux qui le craignent. Et c'est ainsi qu'en à peine 10 minutes, Matt Reeves réussit à balayer d'un revers de main toutes mes craintes. Non, ce film ne sera ni meilleur ni moins bon que ceux de Christopher Nolan, il sera simplement différent. Et le Batman de ce film n'est pas celui des autres. Il s'impose à nous, immédiatement, comme le personnage central de cette histoire. Là où ses prédécesseurs avaient parfois laissé penser que le Batman n'était que le prétexte à leur récit, allant jusqu'à le reléguer au second rôle, on comprend ici que c'est autour de lui que tout va graviter et que les 3 heures de ce film lui seront entièrement consacrées. Vous vouliez du Batman, vous allez être servi. Pour sa première rencontre avec le spectateur, il se présente dans une première scène violente, rageuse et acerbe. Même la musique disparaît derrière les coups de poing assénés par le héros masqué. Ce Batman-là n'est pas là pour faire justice, mais bien pour faire vengeance. C'est même ainsi qu'il se présente à ceux qu'il croise. Le ton est donné, nous ne sommes pas ici pour rigoler, et certaines limites pourraient bien être dépassées. Parmi les principes qui régissent l'univers du Batman, il en est un qui fait débat depuis des lustres. Dans sa grande vertu, le Batman se refuserait à tuer ses ennemis, ce qui le différencie au passage de ses super semblables. Pourtant, au fil des adaptations, on peut constater que la règle a été plus ou moins respectée, ou alors simplement partiellement traitée. En effet, si nous n'avions encore jamais vu le Caped Crusader donner la mort directement, nombreuses étaient les scènes, toute époque confondue, où la question se posait. Chez Burton, on voyait par exemple Michael Keaton faire exploser une grenade dans un trou dans lequel un de ses assaillants venait de tomber. Chez Christopher Nolan, la puissance des engins utilisés par Bruce Wayne pouvait elle aussi laisser présager des dégâts mortels. Enfin, Zack Snyder est peut-être celui qui a poussé la limite la plus loin en offrant à Ben Affleck un panel de scènes, dont une restera dans les mémoires, ne laissant que peu de doute quant à l'état critique dans lequel il laissait ceux qui lui barraient la route. Cette question est intéressante car elle en dit long sur la complexité du personnage et sur la difficulté de le mettre en scène. Jusqu'à maintenant, aucune des adaptations n'a échappé au questionnement autour de ce point central, à savoir que le Batman ne tue pas. Et c'est d'autant plus difficile à tenir et à justifier dans un univers réaliste. J'étais donc évidemment très curieux de voir comment Matt Reeves allait se positionner, et dès les premières bandes annonces avec la position vengeresse du Batman, il nous donnait déjà quelques indications sur ce point. Après ces présentations musclées, on retrouve notre héros chez le maire, mort plus tôt. Il est accompagné du lieutenant Jim Gordon, incarné par un formidable Jeffrey Wright, qui lui permet d'accéder à la scène de crime. La relation entre les deux est rapidement posée, en quelques regards et quelques lignes de dialogue. Quelques secondes donc pour établir une alliance déjà indispensable. Et la tension est palpable lorsque des policiers s'opposent à laisser entrer le Batman dans le salon où gît le corps du maire. On nous expose ici que ses premiers ennemis sont, du moins en partie, les flics de la ville. Une vieille rengaine pour quiconque connaît un tant soit peu l'univers créé par Bob Kane et Bill Finger. Dans cette première scène chorale, Matt Reeves nous en montre davantage sur ses intentions. Et il met rapidement l'accent sur la principale d'entre elles, magnifier chaque plan pour nous donner envie d'en faire autant de fond d'écran.
Les effets autour de la mise au point ultra resserrée sont légion, autant que la lenteur exacerbée des mouvements de Pattinson, qui semble mesurer chacun de ses pas. Tout est une invitation à contempler chaque plan comme un tableau, en prenant le temps d'apprécier chaque détail de sa composition. Et bordel, que ce film est beau! Sans déconner, regardez-moi cette lumière! Et pourtant, je dois bien admettre qu'il faut un certain temps avant de comprendre réellement pourquoi ce film est aussi réussi visuellement. Car en réalité, on ne regarde pas les acteurs, les personnages ou les décors. Non, on regarde la lumière qui les dessine. C'est elle qui dicte tout, notamment grâce à l'incroyable rendu qu'elle offre aux yeux du héros derrière son masque. De si grandes expressions dans de si petites ouvertures. Une prouesse qui déjà touche au sublime, et des yeux qui disent des mots lorsqu'ils croisent ceux du maire, orphelin comme notre héros. Un échange de regards intense qui raconte en quelques secondes, d'un silence confondant, les origines du combat mené par le Batman. Tout est dit sans le moindre mot, à la simple lueur des lumières. Des lumières aux teintes grasses et chaudes d'un film qui suinte déjà le mal-être, la saleté, jusque dans les appartements d'un des hommes les plus puissants de la ville. C'est ainsi que le décor est définitivement planté, grâce à la maestria d'un certain Greg Fraser, chef opérateur du projet, qui illumine avec talent les idées de Matt Reeves. Et déjà, on voit poindre les résidus d'une inspiration venant d'un autre réalisateur dont les thrillers sombres ont fait date dans les mémoires. Et ça tombe bien, car s'il est bien un personnage sombre, c'est bien le Batman. Pourtant, au gré des époques, il faut bien reconnaître que les adaptations ont parfois donné une coloration différente au héros masqué. Au cinéma, on se souviendra avec horreur ou nostalgie enfantine des couleurs flashy qu'avait proposé le regretté Joel Schumacher. Si le rendu général de ces deux films ne laisse que peu de place à une rédemption, tant il a manqué de faire disparaître à tout jamais des écrans le héros de Gotham, il faut reconnaître qu'il a apporté à Batman un traitement unique depuis les années 60. Car il faut aussi se souvenir que le Batman a d'abord été, aux yeux du grand public, un personnage loufoque, évoluant en plein jour et portant un costume aussi peu effrayant que ne l'étaient ses ennemis. Ce n'est qu'à compter des années 80 et le retour en force des comics bien plus matures que le cinéma va changer son approche. Et qui mieux que Tim Burton à l'époque pour redéfinir le genre du Batman. Avec une part belle faite au gothique en référence au cinéma allemand des années 40, il dessinait ainsi les bases d'un monde sombre et d'une ville où il ne faisait déjà pas bon vivre. Le Batman lui abordait un costume devenu iconique, bien que d'une rigidité presque absurde. Dans un monde proche de celui des comics, aux airs d'opéra parfois, il allait marquer toute une génération. I'm Batman. De son côté, si Christopher Nolan abandonnait totalement le style gothique 15 ans plus tard, il gardait tout de même le sombre avec un héros opérant la nuit dans un costume entièrement noir aux allures d'armure tactique. Cependant, la volonté de Christopher Nolan était très claire, faire de son univers Batman le reflet ultra réaliste d'une Amérique meurtrie par les attentats du 11 septembre. Ainsi, il était contraint à un monde dans lequel le spectateur devait se projeter immédiatement et sans aucune distance. D'un Batman sombre, mystique et vivant dans un manoir digne des meilleurs épisodes de Scooby-Doo, on passait donc à un Batman froid, ultra technologique et usant d'une voix excessivement grave pour tenter de se détacher de sa condition humaine. I'm Batman. J'étais donc particulièrement curieux de voir quelle allure Matt Reeves allait donner à la ville de Gotham et à son héros masqué. Et si les premiers trailers m'avaient réellement donné envie, c'était d'abord grâce aux couleurs chaudes et poisseuses qui reflétaient des images qu'il avait proposées. La première scène de crime, dans l'appartement du maire, va également matérialiser le premier lien entre le Riddler et Batman, avec cette enveloppe laissée à l'adresse de ce dernier. En plus d'une devinette sordide, elle propose une première énigme sous la forme d'un code. There's a cipher, too. Any of this mean anything to you? L'occasion peu après de mettre en avant un nouveau personnage dans ce film, et non des moindres, Alfred J. Pennyworth, le majordome de Bruce Wayne. Car si on est tous d'accord pour dire que le Batman est l'un des héros les plus populaires du monde, il n'y a aucun doute quant au fait qu'Alfred, lui, est bien le majordome le plus célèbre de cette planète. Sous les traits d'Andy Serkis, cette première apparition pose les bases d'une relation presque paternelle avec celui qu'il sert. Elle dessine aussi une forme de fatalisme à composer avec le Gotham Project, entamé 2 ans plus tôt par Bruce Wayne. Et elle met enfin en avant les talents d'espion du servant aux cheveux gris. Car une fois n'est pas coutume, ici Alfred n'est pas cantonné à son rôle d'homme à tout faire, mais il est impliqué directement dans le récit.
C'est notamment lui, l'ancien agent des services secrets britanniques, qui va travailler le premier à déchiffrer le code laissé par le Riddler, une tâche à laquelle il participera d'ailleurs plusieurs fois tout au long de l'intrigue. C'est lui aussi qui gère les comptes de la maison, comme cela a été évoqué furtivement, et il est enfin la seule part d'humanité qui reste dans ce manoir, dont l'allure gothique contraste totalement avec tout le reste de cet univers contemporain. Mais il est surtout la seule présence avec laquelle Bruce accepte de cohabiter. On sent d'ailleurs une désespérance à voir s'enfoncer son protégé dans un combat qui semble aussi flou qu'impossible à gagner. Mais ainsi est fait le personnage d'Alfred, et en ce sens, si Matt Reeves ne réinvente rien, sa lecture est plutôt cohérente par rapport à celle des comics. Une fois le code déchiffré, retour au point de départ chez le maire, dans son garage cette fois. C'est ici que le duo formé par Batman et Gordon mettent la main, ou le doigt en l'occurrence, sur une série de photos compromettantes du maire aux côtés d'une jeune femme dont il apparaît bien proche pour un homme marié. Une salve d'images envoyée dans la foulée à la presse, bien contre leur volonté, et qui va semer la pagaille. What was that? Shit. The drive. It sent out the photos from my account. Gotham Post, Gazette, GC1, all of them. Jesus. When I catch hell for this, Pete's gonna bust a gasket. That's the Iceberg Lounge. It's under the shoreline loft where Falcone's hold up. Never get in there without a warrant. Pour le Batman, s'ouvre alors la piste de l'Iceberg Lounge, un club select de la ville, depuis la sortie duquel le maire a été photographié. Et ce lieu va devenir central dans l'histoire et permettre de mettre en avant un nouveau super-vilain dans ce film, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. Ce dernier est ici incarné par un Colin Farrell absolument méconnaissable grâce au travail de Michael Marino à l'origine de son maquillage. Après une entrée aussi remarquée que fracassante, qui laissera quelques traces sur le visage des sbires du tenancier des lieux, la rencontre s'opère entre l'oiseau et la chauve-souris. On comprend alors l'existence d'un monde souterrain, au sous-sol de ce club aux apparences normales, où se croisent tous les notables de la ville. Sur fond de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent, c'est donc le Pingouin qui semble avoir la main sur les plus lourds secrets de la ville. Mais il ne se montre que peu enclin à collaborer avec un autre animal de nuit. La pêche aux informations semble infructueuse puisqu'il nie connaître celle qui accompagnait le maire sur les photographies. Who is she? I really don't know, Chief. I might have been coming out same time, but I wasn't rolling with him. Mais dans l'entrebâillement d'une porte, un plateau rempli de collyres, la drogue locale, une jeune femme fait alors son entrée en jeu. Une certaine Selina Kyle, qui officie comme serveuse et entremetteuse entre le boss des lieux et ses clients. Trahie par ses chaussures, les mêmes que celles de la fille qui s'accrochait au bras du maire, la voilà devenue à son tour une nouvelle piste pour notre héros masqué. Et de masque justement, il va en changer pour entamer sa filature. Et c'est d'ailleurs au moment de cette scène, toujours sous une pluie diluvienne, que pour la première fois j'ai eu le sentiment de retrouver un univers qui m'était familier. En effet, pour quiconque a vu, lu ou entendu parler du film, il est admis que tout le monde s'accorde sur un point, The Batman se présente comme un reflet évident à l'œuvre de David Fincher. Une fois cela en tête, il ne faut alors que quelques instants pour que tout devienne limpide. On voit apparaître clairement toute l'empreinte du réalisateur oscarisé dans le regard de celui qui nous intéresse. Et par-dessus tous ces films, c'est Seven qui transpire comme le principal parallèle avec la proposition de Matt Reeves. Et ça, c'est sans doute à cause de la pluie. Oui, encore elle. La première fois que j'ai vu Seven, j'étais ado. Je ne mesurais pas exactement l'amplitude du film que je regardais. Mais j'avais été marqué par cette déferlante de pluie qui tombait sur la ville et qui semblait ne jamais pouvoir s'arrêter. Et avec la pluie, la saleté. Cette impression d'une ville qui dégoulinait de quelque chose de sombre, de malsain, de sordide même. Et je me souviens de cette impression de malaise que m'avait laissé le film la première fois. Dans The Batman, j'ai retrouvé cette sensation. Là où ses prédécesseurs avaient fait de Gotham tantôt une cité gothique à l'image du Batman de Tim Burton, tantôt une ville semblable à New York ou Chicago, dans lequel le spectateur trouvait facilement repère chez Christopher Nolan, l'approche de Matt Reeves me semble un peu plus ambiguë. Il explique s'être inspiré de Chinatown, French Connection ou encore Les Hommes du Président pour en dessiner les contours. Et à l'arrivée, on ne sait pas vraiment à quoi ressemble Gotham, du moins avant le tout dernier acte, qui nous révélera un plan de la ville. En fait, si je devais résumer, je dirais qu'on a le sentiment qu'il ne cherche pas à nous la montrer comme un lieu particulier. Elle est presque vide d'identité, mêlant de grandes avenues, des places évoquant furtivement Times Square, affichant un métro délabré ou encore des immeubles vieillissants.
c'est une sorte de patchwork informe et sans véritable parti pris. Mais c'est aussi ce qui contribue à rendre la ville insondable et quasiment indéfinissable. Matt Reeves met le spectateur à la place de Bruce Wayne, qui est seul à agir au milieu d'une ville gigantesque et pouilleuse, ce qui rend sa tâche quasiment impossible. Et avec cet effet, Matt Reeves fait ressentir au spectateur la démesure et la quasi-impossibilité pour Bruce Wayne de relever la tâche qu'il s'est confiée.